En 2026, en Formule 1, Sauber deviendra Audi. La marque Ozzano est un constructeur historique pour ses différentes victoires dans différents milieux du sport automobile. Mais dernièrement, les fans d'Audi ont appris de mauvaises nouvelles, avec notamment le retrait de beaucoup de catégories dans lesquelles la marque Ozzano est impliquée. Plusieurs programmes, certains historiques, disparaissent pour laisser de la place à la Formule 1. Et aujourd'hui, on va regarder l'histoire de ce constructeur allemand historique. Bon épisode. Bon, vous le savez maintenant, après Porsche et Peugeot, je ne vais pas parler d'automobile, mais de sport automobile. En revanche, pour les débuts, c'est toujours bien de parler de la naissance de la marque, donc un petit peu d'automobile. Aujourd'hui, Audi est basé à Ingolstadt en Allemagne et fait partie du groupe VAG, Volkswagen Aktiengesellschaft. Merde! Mais tout commence à la fin du XVIIIe siècle. En 1899 précisément, donc vraiment à la toute fin du XIXe siècle. C'est August Horch qui lance donc la marque qui s'appelle à l'époque A. Horch & Company Motorswagenwerke. Mais en 1909, à la suite d'histoires en interne, August Horch décide de quitter son entreprise et d'en fonder une nouvelle, qu'il nomme August Horch Automobilwerke. Sauf qu'il ne peut pas le faire parce que August Horch, c'est déjà pris par August Horch. Première du nom. Il faut donc trouver un nouveau nom et c'est avec ses amis qu'il va trouver sa nouvelle appellation. Horch en allemand ça signifie écouter et en latin ça se dit Audi. Le nom complet sera Audi Automobilwerke GmbH. Mais on va dire Audi pour des raisons très évidentes. Rapidement, August s'oriente son entreprise vers le sportif. La type A Sport est la première Audi, puis elle est suivie par la type B. Et au fur et à mesure des gammes, les moteurs sont de plus en plus gros. Audi participe à ses premières courses juste avant la Première Guerre mondiale qui sont des courses de côte dans les Alpes. Les types C remportent 3 années d'affilée la Coupe des Alpes et offrent déjà une belle renommée à Audi. Mais les années 20 ne sont pas simples financièrement en Allemagne. C'est assez compliqué et en plus avec la concurrence, c'est difficile de survivre. En 1928, c'est la Grande Dépression et l'année suivante, c'est le krach boursier. Donc pour survivre, Audi va devoir s'associer. Auto-Union est littéralement une union entre plusieurs constructeurs automobiles. En 1921, August quitte son entreprise et en 1922, Audi sort la Type K qui est la première voiture allemande à proposer la conduite à gauche bien plus sûre. DKW, Dampfkraftwagen, rachète la majorité des actions de Audi en 1928. Puis en 1932, c'est une grande fusion entre Audi, DKW, Horch et Wanderer sous le nom d'Auto-Union AG et sous le signe des 4 anneaux. Et comme on a dit à plusieurs reprises, le sport automobile est une belle vitrine pour les constructeurs. En 1933, un certain Moustachu devient chancelier et l'Allemagne veut briller sur tous les points et donc l'automobile et le sport automobile. C'est l'instrumentalisation de l'industrie automobile en Allemagne mais aussi dans d'autres pays d'Europe. La montée du nationalisme. Et parmi les constructeurs allemands parrainés par l'État, il y a Auto-Union. Les types A et les types D au look très reconnaissable et avant-gardiste sillonnent donc les circuits d'Europe et remportent de beaux succès. Parmi les pilotes phares d'Auto-Union, on retrouve Hans Stuck, le père d'Hans-Joachim Stuck, Bernd Rosenmayer et Rudolf Hasse. Tous réputés comme faisant partie des meilleurs pilotes de l'entre-deux-guerres. À partir de 1934, Auto-Union participe au championnat d'Europe des pilotes, l'ancêtre de la Formule 1. On retrouve les Grands Prix de France, de Monaco, d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de Suisse ou d'Italie. Après les Italiens, ce sont les Allemands qui s'imposent et il y a une lutte fratricide en interne entre Mercedes et Auto-Union. Rudolf Caracciola, le pilote de la marque à l'étoile, est l'un des plus grands de l'histoire, mais Bernd Rosenmayer décroche le titre en 1936 avec 3 victoires sur 4 courses. Tadzio Nuvolari pilote également pour Auto-Union et décroche même une victoire en 1938. Et en 1939, Hermann Paul Müller mène le championnat mais celui-ci est interrompu par la guerre. S'ajoutent à ce palmarès d'autres victoires dans des grands prix hors championnat ainsi que d'autres courses annexes. Mais bon, la guerre vient stopper les programmes sportifs.
Pendant la guerre, les constructeurs automobiles servent à l'effort de guerre avec leurs industries. Ils ont les moyens de construire du beau matos. Par exemple, la Wehrmacht est motorisée par certains modèles fabriqués par Horch, la première usine automobile, le premier constructeur automobile fondé par August Horch. Et du coup, ces usines automobiles sont naturellement des cibles stratégiques. Ce qui fait qu'après la guerre, Auto Union déménage à Ingolstadt. De plus, dans les années 50, le constructeur allemand est racheté par le groupe Mercedes. Mais dans les années 60, c'est le groupe Volkswagen qui rachète à son tour Auto Union et qui va ressusciter le nom Audi. Mais il faut attendre 1978 pour voir Audi retrouver la compétition automobile avec la création du département Audi Sport. Et c'est avec le rallye que la marque Ozzano va reprendre. En 1978, l'Audi 80 sort des ateliers. Il s'agit grosso modo de la première version de la Quattro qui apparaît 2 ans plus tard. Un monstre qui sera l'une des groupes B les plus emblématiques. 4 roues motrices, d'où Quattro, et un moteur turbo-compressé pour un poids minimum. La marque Ozzano démarre donc en championnat du monde en 1981 avec 2 pilotes phares. Le Finlandais Hannu Mikkola et la Française Michèle Mouton. Rapidement, la Quattro se révèle être une très bonne voiture, même si elle demande un petit peu de développement. Mikkola remporte le rallye de Suède, termine 3ème chez lui au Mille Lacs et remporte le dernier rallye de la saison en Grande-Bretagne. Quant à Michèle Mouton, elle remporte le rallye de San Remo. Mikkola termine 3ème du championnat et Audi 5ème. Mais en 1982, la démesure passe un cap supérieur avec l'officialisation de la catégorie groupe B. Un duel au sommet a lieu entre Audi et Opel et plus particulièrement entre Mouton et Rorl. La marque Ozzano vise tout simplement son premier titre. Mouton remporte 3 rallyes, le Portugal, l'Acropole et le Brésil, quand Mikkola prend 2 autres victoires en Finlande et en Grande-Bretagne. De plus, Stig Blomqvist s'impose à San Remo. 6 victoires en 12 rallyes pour Audi, c'est pas mal. Résultat, le constructeur allemand remporte le titre dès sa 2e saison. En revanche, côté pilote, c'est une cruelle désillusion pour Michèle Mouton qui perd tout espoir en Côte d'Ivoire après une erreur de son type durant une réparation. Elle termine 2ème du championnat derrière Rorl et devant Mikkola. Malgré l'éveil d'autres constructeurs comme Lancia, Audi répond présent en 83 avec la 2e version de la Quattro qui conduit Mikkola au titre des pilotes. Notons malgré tout un triplé Audi au rallye d'Argentine, Mikkola, Blomqvist, Mouton. En revanche, côté constructeur, c'est Lancia qui s'impose par 2 points. Walter Rorl rejoint Ingolstadt en 84 et s'impose brillamment au Monte-Carlo, première manche de la saison, le tout en découvrant la voiture. Mais cette année, c'est Blomqvist qui s'impose et Audi remporte les 2 titres avec 7 victoires et 3 triplés. C'est une razzia. La Quattro devient le symbole de toute une génération en rallye, la bête ultime qui écrase la concurrence en rallye. Car en plus d'être performante et fiable, elle offre d'après les pilotes un bon confort de pilotage. Mais les concurrents en ont marre de se faire battre par Audi et c'est Peugeot qui va couper la série des Allemands. Ce duel Audi-Peugeot, Quattro 205 Turbo 16 entre dans la légende. Des noms comme Blomqvist, Mikkola, Rorl, Mouton d'un côté et Vatanen, Salonen de l'autre. Audi échoue à la 2e place et s'effondre l'année d'après en 86, dernière année du groupe B qui devient le groupe A en 87. Un peu plus raisonnable. Pas de beaucoup, parce que ça reste vraiment une catégorie de fous furieux. Groupe A ou groupe B, dans tous les cas, vaut mieux éviter de se taper un arbre. Mais bon, dans la sphère de la folie, c'est un peu moins rempli. La Quattro laisse sa place à la 200 ou à la 80 et malgré la redistribution des cartes, Audi a perdu la main. Ils ne remportent qu'une victoire dans la saison, leur dernière à ce jour en WRC avec Hannu Mikkola au Kenya. Après, peut-être que l'avènement de Volkswagen, le constructeur, pas le groupe en tant que tel, le constructeur en rallye a fait changer un petit peu de fusil d'épaule les décideurs du groupe dont fait partie Audi. Mais la Quattro s'est également illustrée ailleurs, à Pikes Peak notamment. Première victoire des 82 avec l'américain John Buffum. Même chose en 83. Puis c'est Mouton en 84 et 85, année où la française prend le record. Puis Bobby Unser et Walter Rorl l'améliorent les années suivantes. 6 victoires consécutives avant d'être battus par Peugeot. Satané Lyon. Les nouvelles restrictions en rallye ont certainement fait fuir Audi qui cherche maintenant un nouveau challenge. Direction les circuits et plus particulièrement les circuits américains avec une réglementation très osée. Audi engage une 90 en GTO, une catégorie GT poussée en IMSA GT, le tout pour la saison 89. Cette Audi 90, qui est une dérivée de la Quattro, est pilotée par des pilotes de renom comme Rorl qui fait la transition, Scott Goodyear qui s'est souvent illustré en IndyCar et à l'Indy 500, Hurley Haywood qui a gagné 2 de ses 3 victoires au Mans, et enfin Hans-Joachim Stuck.
Wieder Vater so der Sohn. Stuck est d'ailleurs la meilleure carte pour Audi et remporte 7 victoires durant la saison. Mais vu qu'Audi n'a pas participé aux deux plus grosses épreuves de la saison, à savoir Daytona et Sebring, ils perdent le titre face à Ford qui ont récolté beaucoup de points là-bas. Sans doute que le manque d'expérience a retenu Audi. Et cette expérience américaine ne sera pas renouvelée car Audi estime avoir réussi à attirer un petit peu le marché américain. L'année suivante, Audi se trouve un tout nouveau challenge, le DTM. Depuis 1984, le Deutsche Tourenwagen Meisterschaft s'impose comme une formule spectaculaire de compétition de voitures de tourisme. Ce championnat allemand attire déjà les rivaux d'Audi comme BMW, Opel ou Mercedes. La marque Osano arrive dès 1990 avec la V8 Quattro et les pilotes sont Röhrl et Stuck. Et Audi ne se fait pas prier. Stuck décroche 7 victoires et le titre de champion. La belle histoire d'amour entre Audi et le DTM vient de commencer. En 91, c'est Frank Biella, pilote Audi, qui prend le titre. Mais la concurrence est féroce. Mercedes avec les 190E et Alfa Romeo avec la 155 réagissent et calment la marque Osano. De plus, la folie des grandeurs des instances du DTM et du sport automobile va faire que cette catégorie va disparaître. Parce qu'en vouloir trop, tu peux tout détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça, le DTM, c'est vraiment un sujet très intéressant, on en parlera plus tard. Et Audi a refusé de suivre cette nouvelle formule à l'esprit international. Parce qu'il ne voulait pas développer toute une équipe et toute une voiture pour ça. C'est entre autres pour ça que cette formule en question n'a pas marché. Mais j'ai dit qu'on en parlera plus tard. Audi se rabat alors sur différents championnats de super tourisme qui à l'époque avaient plus la cote qu'aujourd'hui et en plus il y avait déjà le matos pour ça. Parmi les championnats cibles, il y a le français, l'italien, l'allemand et bien sûr le britannique avec le BTCC. 3 titres français avec Xavier Lapère, Marc Sour et Frank Biella en 91, 92 et 93. 2 titres italiens avec Pirro en 94 et 95, un titre en Allemagne toujours avec Pirro en 96 et un titre en BTCC avec Frank Biella également en 96. Audi se montre partout en Europe avec ses 80 et ses A4 Quattro. Après le groupe B, la marque Osano entretient sa légende avec beaucoup de victoires et beaucoup de titres, dans plusieurs catégories, et en plus avec des pilotes de renom. En 2000, le DTM renaît de ses cendres et Audi va retrouver le championnat national avec la TTR. Avec le soutien d'équipes privées comme Abt Sportsline, la marque Osano va se montrer aux avant-postes. Des Laurent Aiello, Matthias Ekström, Frank Biella, Emanuele Pirro, Dindo Capello ou Tom Christensen représenteront la marque Osano dans ce championnat. Après la TTR, c'est l'A4 DTM qui voit le jour et Audi se sert beaucoup du DTM pour former ses pilotes dans le but de nourrir leur programme principal qui a débuté en 99. Le groupe Volkswagen fait évoluer son jeu à partir de 98. Porsche remporte les 24 heures du Mans et se retire de la catégorie reine des prototypes. C'est donc Audi qui emballe le pas et qui arrive en 99 avec 2 prototypes différentes, dans le but de savoir sur quel modèle concentrer ses efforts pour l'avenir. Nous avons la R8R confiée au Yost Racing et la R8C confiée à l'équipe de Richard Lloyd, l'un des responsables d'Audi au Royaume-Uni. Et lorsqu'Audi arrive dans la Sarthe, ils font pas les choses à moitié avec beaucoup de communication et notamment des infrastructures dans les paddocks gigantesques. Et contrairement à Nissan 16 ans après, ils passent pas pour des cons. Durant cette édition du siècle, les R8R, peut-être mieux soutenus, font une très belle course. Profitant des abandons des Mercedes et des déboires de Toyota, la numéro 8 confiée à Biella, Pirro, Theiss monte sur la 3e marche du podium. Tir groupé avec le numéro 7 d'Aiello, Alboreto, Pirro, 4e. Audi sait dorénavant sur quelle voiture concentrer ses efforts pour 2000. Et justement, dès 2000 arrive la nouvelle R8 qui va tout démolir. On en est où là? Oui. Ça c'est la R8R donc 99 et là c'est, bon ça c'est de 2001 mais vous avez compris c'est une R8. Cette voiture est extrêmement performante et elle va briller partout où elle passera. En plus, les retraits massifs de Toyota, Mercedes et BMW, les 3 constructeurs principaux, les 3 meilleurs constructeurs en 99 et même en 98, ça met déjà Audi sur une voie royale. Il participe au championnat américain Le Mans Series, devenu le championnat prototype de référence. Ce championnat prépare bien Audi pour Le Mans, avec notamment les 12 heures de Sebring que la redoutable R8 remporte avec Biella, Pirro, Christensen. Puis en juin, Audi, le team Yost, écrase la concurrence dans la Sarthe, triplé avec Biella, Pirro, Christensen en tête. Victoire Audi dans la plus grande course du monde et il va falloir s'y habituer. Audi va rouler sur la concurrence pour plusieurs raisons. L'efficacité de son équipe, les moyens financiers, les moyens techniques et le manque de concurrence. Victoire à Sebring en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 pour la R8 et autant de titres en américain Le Mans Series. Aux 24 heures du Mans 2001 en revanche, Audi a eu chaud dans des conditions dantesques mais la victoire tombe entre les mains du trio vainqueur en 2000, Biella, Pirro, Christensen.
Mais tout n'est pas rose en 2001 car la marque Ozzano perd l'un de ses pilotes vedettes. Le 25 avril, au Lausitzring, Michele Alboreto perd la vie dans un accident lors de tests sur la R8. En 2002, Biela Pirro Christensen devient le premier équipage à remporter 3 fois consécutivement les 24 heures du Mans. En 2003, le groupe Volkswagen fait un coup marketing avec Bentley, autre constructeur du groupe. Le team Yost et Audi apportent son soutien au vert et Audi ne remporte pas officiellement les 24 heures du Mans 2003. C'est à partir de cette année-là que le constructeur ne s'engage plus officiellement. En revanche, des teams privés exploitent à merveille les R8 comme le Japan Team Go ou l'ADT Champion qui remportent les éditions 2004 et 2005 des 24 heures du Mans. À chaque fois avec un certain Tom Christensen qui bat en 2005 le record de victoire au Mans détenu par Jackie Hicks et devient par la force des choses le visage d'Audi. Mais en 2005, Audi n'était pas les plus rapides dans la Sarthe. Pescarolo Sport faisait peur et était plus rapide avec leur C60. 1 et 2 en qualification, les verts et bleus se sont pris les pieds dans le tapis avec quelques erreurs de pilotage et d'exécution. Audi s'impose, mais il faut réagir. Audi est un constructeur qui commercialise beaucoup de voitures diesel et ils vont importer ça en sport automobile, dans leurs voitures en sport automobile. Chose qui va bien ternir le spectacle, comme le dit Henri Pescarolo, en plus avec l'aide des instances. Les essences ne peuvent plus rien faire contre les diesels, le fossé est gigantesque. Audi débarque en 2006 avec la nouvelle R10 TDI et revient officiellement dans la compétition avec le team Yost évidemment. Si en 2005 c'était chaud, c'est beaucoup plus tranquille en 2006. Leur moisson de victoire continue avec les 12 heures de Sebring, la LMS et les 24 heures du Mans. Mais à partir de 2007, Audi retrouve de vieux rivaux. Peugeot fait son retour avec la 908, qui est capable de répondre à la Audi R10 TDI. Et même en vitesse pure, elle est plus performante, mais Audi est quand même bien installée. Si Peugeot est une menace sérieuse, la machine très bien huilée des Allemands est un énorme plus, et le docteur Wolfgang Ullrich y veille bien. Parlons-en un peu justement du docteur Wolfgang Ullrich. Wolfgang Ullrich est né le 27 août 1950 à Vienne. Après un diplôme d'ingénieur automobile obtenu dans sa ville natale, il lance sa carrière en sport automobile chez Renault Sport. Dr Ullrich travaille donc en Formule 1, mais il arrive un petit peu après la bataille parce que dans les années 85-86, c'est le retrait de Renault. Ullrich rebondit alors chez Porsche où il va travailler sur les redoutables moteurs TAC Porsche qui avec McLaren remportent les titres 84, 85 et 86. Mais TAC Porsche se retire après la saison 87. Il rebondit alors chez le constructeur automobile belge Gillet avant d'être appelé par Audi en 93 pour prendre la tête du département de Sport. Il est réputé pour être un bon leader avec un bel esprit de compétition. C'est le visage d'Audi Sport durant la domination de la marque Ozzano en endurance et donc au Mans, l'objectif premier du constructeur allemand année après année. Peugeot prend la pole position des 24 heures 2007, mais Audi n'est pas vraiment inquiété durant la course et remporte une nouvelle fois le double tour d'horloge avec, comme en 2006, un équipage de vieux, Pirro, Biela, Werner. Équipage qui réalise le doublé avec notamment la victoire aux 12 heures de Sebring. Mais attention à ne pas se relâcher. Peugeot apprend vite et en 2008, ils font peur à Audi. Mais il n'y a pas que Peugeot, car à Sebring, c'est la Porsche RS Spider de Bernard Dumas Collard qui stoppe la domination Audi en Floride. Une victoire qui fait beaucoup de bruit, particulièrement en Allemagne. Porsche et Audi ont beau être dans le même groupe, le groupe VAG, c'est une très grande rivalité entre eux. Hors de question d'être battu par l'autre, et croyez bien que Porsche en est bien vanté. De plus, en Europe, lors des premières confrontations contre Peugeot, la 908 a l'avantage et Audi arrive aux 24 heures du Mans 2008 avec des doutes. Surtout qu'en termes de vitesse pure, les Lions vont très vite. Seule la numéro 2 de Christensen, McNish, Capello reste placée au début des 24 heures. Cette Audi prend à plusieurs reprises la tête de la course avec les ennuis des Peugeot et en fin d'épreuve, un bras de fer légendaire a lieu alors que la météo s'en mêle. Audi fait preuve d'un immense sang-froid tandis que Peugeot se noie. Victoire surprise d'Audi en 2008, mais à Ingolstadt, on le sait, la R10 TDI a certainement fait son temps. En 2009, la R15 voit le jour et les débuts sont encourageants avec la victoire à Sebring face à Peugeot. Mais la 908 est bien en place. Et il se trouve que la R15 est moins véloce au Mans et cette fois-ci, Peugeot limite les erreurs. Audi ne peut conserver sa victoire et est pour la première fois depuis 99 battu à la régulière par un autre constructeur. Mais bon, action-réaction. Audi sort une voiture évoluée de la R15 et la R15+. Mais les débuts ne sont pas rassurants car c'est Peugeot qui gagne les 12 heures de Sebring. Et au Mans, les Lions semblent de nouveau se diriger vers la victoire.
Les R15 Plus ne sont pas assez rapides pour contrer brutalement. En revanche, elles sont plus solides et fiables. Les unes après les autres, les 3 Peugeot officiels cassent, ainsi que la Peugeot privée prêtée au Team Oreca. Audi ne se retrouve pas seulement en tête de la course, ils prennent tout simplement les 3 premières places des 24 heures du Mans 2010 avec en prime le record de distance pour la numéro 9 de Dumas, Bernhard Rockenfeller. Record qui tenait depuis 1971 avec la Porsche 917K de Marco Van Lennep. Il s'agit du 4e triplé Audi dans la Sarthe. Mais Audi est consciente de ses faiblesses et réagit en 2011 avec la nouvelle R18. Voiture carrossée qui s'avère bien plus redoutable et plus apte à répondre à la vélocité des 908. De plus, dans l'optique d'accueillir l'hybride obligatoire en 2014, les règlements moteurs sont adaptés. Pour Sebring, ces R18 ne sont pas encore prêtes et Peugeot prend la victoire. Mais les premiers tours de roue de cette voiture faite pour Le Mans impressionnent. En juin, le jeudi soir, Benoît Tréluyer offre à Audi sa première pole position en Sarthe depuis 2006. 5 ans d'attente. Les Audi sont plus fortes, mais frayeurs à 2 reprises durant cette édition 2011. 1 heure après le départ, Alan McNish est victime d'un accident très spectaculaire dans la descente de la Chapelle. Plus de peur que de mal, heureusement. Même chose durant la nuit avec le crash de la numéro 1 alors pilotée par Rockenfeller. Outre le fait d'être plus rapide et plus performante, ces R18 sont aussi plus résistantes. Et je vous invite à aller voir les 2 films faits par Audi durant les 24 heures du Mans 2008 et 2011, Trust in 24, parce que vous allez apprendre beaucoup sur Audi, le fonctionnement de Audi à ce moment-là, et ça parle plus en détail de ces éditions du point de vue de Audi, qui est le sujet du jour, vous l'avez compris. Bref, heureusement, Alan McNish et Mike Rockenfeller s'en sortent sans bobo. Mais le problème, c'est que Audi se retrouve seul face à 3 Peugeot, et la numéro 9 est notamment très dangereuse. Les 2 autres sont plus loin et joueront d'ailleurs sur la limite de l'acceptable en ralentissant l'Audi numéro 2 de tête. Mais le docteur Ulrich fera entendre raison à Olivier Kennel et les Peugeot seront plus soft. C'est un duel très intense entre la numéro 2 et la numéro 9. L'équipage Lauterer, Fassler, Tréluyer réalise une course impressionnante. La tension est grande, mais Audi reste en tête jusqu'à la fin. Il remporte les 24 heures du Mans 2011 par 13 secondes seulement. Incroyable, victoire devant 4 Peugeot. Cette victoire, comme celle de 2008, démontre parfaitement le sang-froid d'Audi aux 24 heures du Mans. Durant cette édition 2011, Lina Gade était la chef de la voiture numéro 2 de Lauterer, Fassler, Tréluyer qui a donc gagné. Et c'était la première fois qu'elle se voyait confier cette responsabilité. Bref, c'était historique. Et Audi va ensuite avoir le champ libre. Pour 2012, Audi fait la transition. Outre les R18 Ultra qui sont les classiques, celles qu'on a vues en 2011, il présente les R18 e-tron Quattro, des R18 hybrides. De plus, après l'Intercontinental Le Mans Cup créé en 2010 qui faisait un petit peu office de championnat du monde, le vrai championnat du monde, celui qu'on connaît aujourd'hui, le WEC, le championnat du monde d'endurance, est créé. Audi remporte les 12 heures de Sebring une 10e fois en début de saison et au Mans, ils engagent 4 voitures, 2 Ultra et 2 e-tron Quattro. Les hybrides sont au-dessus et Audi réalise le 5e triplé de son histoire dans la Sarthe. Victoire de Lauterer, Fassler, Tréluyer. Première voiture hybride à remporter le Mans. De plus, il remporte le titre mondial en fin de saison. Audi est champion du monde d'endurance. En 2013, c'est une 11e et dernière victoire aux 12 heures de Sebring. Au Mans, Tom Kristensen s'impose une 9e et dernière fois, cette fois-ci en compagnie d'Alan McNish, conservé par Audi, et Loïc Duval. Ce trio remporte même le titre mondial en fin d'année. En 2014, Porsche est de retour en prototype et Toyota se rapproche. La bataille à 3 est prometteuse et effectivement ça nous donne de très belles batailles durant toutes les courses du championnat du monde. La marque Osano remporte une 13e et dernière victoire dans la Sarthe, car ensuite Porsche et Toyota prennent le dessus. Les Japonais remportent le titre WEC en 2014 et en 2015, Porsche remporte les 24 heures du Mans. L'hégémonie Audi est terminée. En 2016, la marque Osano sort un modèle très extrême de la R18. C'est un petit peu la dernière chance pour la marque en endurance. Cette voiture travaillée pour le circuit de la Sarthe n'apporte malheureusement pas satisfaction au constructeur. Il termine malgré tout à une 3e place chanceuse avec Duval, Jarvis, Di Grassi. Mais le scandale du Dieselgate porte un coup dans l'aile au constructeur du groupe VAG et Audi se retire du WEC à la fin de saison 2016. Et le docteur Wolfgang Ulrich en profite également pour prendre sa retraite. C'est la fin d'une ère. Pendant les années prototypes, Audi a continué de briller ailleurs, notamment en DTM. Après les titres pilotes de 2002 et 2004 avec Aiello et Ekstrom, il remporte ceux de 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019 et 2020.
En plus, Tekstrom, Timo Scheider, Martin Tomczyk, Mike Rockenfeller et René Rast deviennent champions du monde avec les anneaux. Après, le DTM c'est un petit peu particulier, il y avait beaucoup de politique là-dedans, vu que 103 constructeurs ennemis, enfin à ces époques-là c'était 3 constructeurs ennemis, je parle des années 2010 avec Mercedes, BMW et Audi, avant il y avait également Opel, il fallait absolument battre les autres. Du coup, le meilleur pilote, le pilote qui est en tête du classement, parmi ceux du constructeur à la fin du premier meeting, en général, tous les autres travaillaient pour lui et devaient l'aider. Donc voilà, c'est très politique le DTM. De plus, le DTM est devenu de moins en moins attractif et en 2021, ces voitures très performantes ont laissé place à la réglementation GT3. Certes, il y a plus de constructeurs, mais c'est pas pareil. Et le GT3, Audi y participe depuis longtemps. Alors, pas officiellement parce que c'est interdit par le SRO, en revanche, ils apportent beaucoup de soutien aux différentes équipes privées qui engagent leurs voitures, notamment les R8 LMS GT3. En 2011, Audi remporte pour la première fois de son histoire les 24 heures de Spa. Les teams Phoenix, Abt ou WRT seront les principales équipes à apporter à Audi des succès en GT3. En plus de la victoire de 2011, Audi s'impose en 2012, 2014 et 2017 à Spa. En 2019, l'Audi WRT de Vanthoor, Van der Linde, Weerts échoue à seulement 3 secondes de la Ferrari victorieuse. Cruel. Aux 24 heures du Nürburgring, Audi a également réussi à s'imposer. La première fois en 2012, puis en 2014 avec au passage le record du nombre de tours. Record battu en 2023 par BMW. Troisième victoire pour Audi en 2015, quatrième en 2017, cinquième en 2019 et sixième en 2022. Mais il faut savoir qu'Audi ne participe pas uniquement en GT3, ils sont aussi présents en GT4 dans de nombreux championnats. Et en plus du GT, Audi était présent en tourisme. Le tout dans différents championnats nationaux mais également en WTCR pendant un bon moment. Championnat disparu en fin d'année 2022. Mais les nouveaux dirigeants d'Audi ont récemment annoncé le retrait de leur programme client. Les Audi seront toujours disponibles à l'achat par les équipes, en revanche il n'y aura plus le soutien du constructeur et ne pourront plus fournir de pilotes, de mécaniciens, d'ingénieurs à ces équipes-là. Un nouveau retrait. Entre autres pour concentrer ses efforts sur leur nouveau programme dont on parlera tout à l'heure. Et il faut dire que c'est un retrait qui a fait grincer beaucoup de dents. Cela met également un terme à l'ambitieux programme Rally Raid et notamment au Dakar. Depuis quelques années, ils engageaient un monstre 100% électrique, la RSQ e-tron, et pouvaient compter sur 2 légendes pour la piloter, Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel. 17 victoires au Dakar à eux deux. Mais non, c'est fini. Avant de retrouver le Dakar, Audi avait retrouvé le rallye avec le rallycross en championnat du monde, retrouvant au passage Peugeot. Plusieurs victoires et même un titre pour Mattias Ekström en 2016 avec la S1 RX. Cette voiture permettra également à Johan Kristoffersson de prendre le titre en 2021, après un titre constructeur en 2020. Comme quoi, Audi a vite retrouvé la main en rallye. Mais Audi a également déserté cette catégorie en 2022, catégorie qui est devenue électrique. Et pourtant, Audi avait une belle expérience électrique avec notamment la Formula E. Depuis le lancement de cette catégorie, Audi est présent. Dans un premier temps en tant que support du team Abt, avec qui il remporte le titre pilote avec Luca De Grassi lors de la 3e saison. Et au fur et à mesure, Audi a renforcé sa présence dans ce championnat 100% électrique et a décroché plusieurs autres victoires. Mais pour la saison 2021-2022, Audi a quitté son engagement officiel mais a continué de fournir une unité de puissance à une autre équipe, Envision, avant d'également se retirer de cette catégorie. Mais les fans d'Audi ont eu un bel espoir lorsque l'Hypercar a vu le jour. On l'attendait et ils l'ont annoncé. Audi allait rejoindre les rangs de l'Hypercar avec un prototype LMDH et retrouver les 24 heures du Mans, le tout avec WRT. Mais non, Audi s'est ravisé et a suspendu son programme, qui en réalité ressemble plus à une annulation qu'une véritable suspension. Mais pourquoi Audi se retire de tous ses programmes? Eh bien pour des raisons financières et politiques. Je vous apprends rien. Côté financier, c'est parce qu'il va entrer en Formule 1. Ça a été annoncé en 2022 et c'est déjà en train de prendre forme. Audi va rejoindre la Formule 1 en tant que motoriste et équipe à compter de 2026. Audi est entré dans le capital de Sauber et a déjà fait quelques recrutements intéressants comme celui d'Andreas Seidl. Beaucoup de moyens sont engagés et de voir un nouveau constructeur en Formule 1, ça prouve que ça marche. Et pour beaucoup, Audi apparaît comme une opportunité intéressante, que ce soit pour les pilotes ou pour les ingénieurs. Et si j'étais content de voir Audi débarquer en Formule 1, il faut dire que j'ai un petit peu changé d'avis. Franchement, je suis déçu de voir Audi se retirer de tous ses engagements pour la Formule 1. Est-ce parce que ces nouveaux dirigeants ne sont vraiment pas familiers avec le sport automobile ou est-ce parce que la F1 coûte trop cher? Je sais pas, en tout cas je sais pas quelle est la proportion entre les deux. Beaucoup de constructeurs sont sur plusieurs fronts. Porsche est partout par exemple, mais si on regarde ceux de la Formule 1, Ferrari est omniprésent. Après, Ferrari n'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que le cheval cabré vit pour ça. Mais si on regarde Mercedes, ils n'ont pas cessé leur engagement en GT3 et ont longtemps continué en Formula E malgré la F1. Alpine est également impressionnant avec le GT, le rallye et l'hypercar. Honnêtement, pour ce qui est d'Audi, si aller en Formule 1 veut dire renoncer à toute autre catégorie du sport automobile, je ne trouve pas ça intéressant.
On connaissait tous Audi quand ils gagnaient les 24 heures du Mans, ça leur faisait vraiment une image solide. Même chose, j'imagine, pour ceux ayant connu le groupe B. Puis en plus, en France, avec Michel Mouton, il y avait un certain engouement. Mais pour retrouver une telle puissance marketing avec uniquement le programme Formule 1, il y a intérêt à ce que ça marche vite et que ça marche très bien. Sinon, je pense que ce sera un gros flop, mais souhaitons-leur bonne chance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants, vous savez quoi faire, ce qu'on attend de vous sur la plateforme. Allez-y, voilà, sincèrement, j'ai adoré travailler sur Audi. Je vous le dis avant même à la prochaine, je vous le dis là, parce que vraiment, j'ai trop kiffé, donc vraiment, j'espère que ça vous a plu également. Sinon, il y a quelques liens en description, allez-y, soyez curieux, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Audi. À la prochaine. J'ai beaucoup aimé, mais je nuance maintenant. J'ai beaucoup aimé, mais ça m'a un peu frustré, quoi, de voir. Surtout que j'aime bien Audi, moi. J'aime bien comme constructeur. Ça se voit peut-être parce que j'ai plein de miniatures Audi, mais déjà les voitures, je les trouve belles. Mais oui, en sport auto, parce qu'après en automobile, je sais pas, je m'en fous. En soi, de l'automobile, je suis sport auto, moi. Mais ça me frustre de voir que nos constructeurs se retirent de tout. Vous vous rendez compte, le rallye raid, le rallye cross, la Formula I, le DTM, il me semble qu'il se retire également parce qu'il se retire du GT3, le GT4, je suis pas sûr, mais il n'y aura pas de soutien, le TCR, c'est pareil. Je sais pas si j'en ai oublié, mais le Mans, ils viennent pas, ça fait 7 programmes, fait au moins 7 branches qui s'arrêtent. Tout ça pour aller en Formule 1. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je trouve ça curieux et ça me déçoit beaucoup. J'espère pour eux que ça va marcher en Formule 1, parce que sinon, je pense que c'est la merde pour Audi. Pour après tout relancer la machine et tout. Surtout qu'on est un peu à une période charnière qu'il faut pas trop louper en sport automobile. Donc, ouais, j'espère qu'Audi savent ce qu'ils font. Alors, c'est rassurant parce que Sauber, c'est quand même de belles infrastructures. On a vu que dès que tu donnais les moyens à Sauber, on a vu avec BMW justement, ça marchait bien. Avec Alfa Romeo, ça donnait pas non plus des gros moyens, c'était plus un coup marketing. Qu'en soi, c'est Sauber, hein. C'est pas Alfa Romeo, ne croyez pas que c'est Alfa Romeo. Alfa Romeo injecte peut-être quelques moyens, oui, parce que c'est un sponsor titre. Voilà, en tout cas, ça se porte mieux avec Alfa Romeo que entre la période BMW et Alfa Romeo, donc entre 2010 et 2018. Vous voyez ce que je veux dire. Donc avec Audi, les moyens, les vrais moyens de constructeur, ça pourrait bien fonctionner. Et puis avec Andreas Seidl, on a vu ce qu'il a fait avec Porsche. En endurance, on a vu ce qu'il a fait avec McLaren. Donc oui, ça peut fonctionner. Mais ça peut aussi ne pas fonctionner. C'est ça. Vaut mieux que ça fonctionne pour eux. Parce que sinon, je pense que beaucoup de fans d'Audi vont les maudire longtemps. Je pense qu'il y en a plein qui les maudissent parce que pour beaucoup, la F1 ne fait plus rêver. Mais apparemment ça reste le meilleur support marketing possible. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. J'ai lu les commentaires, je ne dis pas ça pour référencement et tout. Oui, à la côté référencement, c'est on s'en fout. Allez-y, donnez votre avis. Moi je lis tous les commentaires de toute façon, donc vous pouvez y aller. Des bisous.